réalité du monde, c'est tout. Abdelraouf Dafri, un mot sur Léonardin? Ben, je crois que cette gamine, vu la criminalité qui règne à Marseille et puis dans certains quartiers, je crois que c'était une urgence. C'est clair que cette gamine, elle est à l'origine d'un tas de trafics, c'est mini Al Capone. On avait vraiment besoin de s'en débarrasser. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est interpeller Monsieur Finkielkraut. Déjà? Ouais, déjà. J'ai lu votre livre. Déjà? Et tout à l'heure, vous avez dit, j'ai grandi. Vous n'avez pas grandi. Vous avez mal vieilli. J'ai lu votre livre, et dans votre livre, quand on le referme, vous ne parlez que de nostalgie. Si encore vous aviez une idéologie, mais vous avez une nostalgie un peu rance pour une France qui n'existe plus. Alors je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle, celle de Charles Trenet et de Maurice Chevalier, elle est morte et enterrée. Ah, parce que moi, c'est Charles Trenet et Maurice Chevalier. Relisez mon livre tout de suite. Je l'ai relu vraiment, tout de suite. Vous n'avez rien compris. Si. S'il n'y a ni Charles Trenet ni Maurice Chevalier. Quand vous citez la France des années 30, et en particulier un individu comme Maurice Barrès, je me demande si vous vous souvenez de qui vous êtes et de où vous venez. Écoutez. Non. Regardez-moi bien. Vous citez Maurice Barrès. Maurice Barrès, vous nous présentez Maurice Barrès comme un nationaliste et un simple nationaliste. Alors que Maurice Barrès est un antisémite de l'époque qui a déclaré à propos de Dreyfus, parce qu'il était aussi anti-Dreyfusard. Si, vous envoyez des messages et des signaux subliminaux, mais vous ne les assumez pas derrière. Quand vous citez Maurice Barrès et que vous réduisez son antisémitisme, vous êtes vraiment dans l'imposture. Et vous vous attaquez à Stéphane Hessel, qui a été un résistant, et qui demande qu'on s'indigne. Et vous vous attaquez à la jeunesse. Quand j'ai refermé votre livre, Alain Finkielkraut, vous savez ce que je me suis dit? Ce type-là me parle d'une France qui n'existe plus. Et en plus de ça, non, je termine. Vous avez parlé depuis tout à l'heure et on vous a écouté. Laissez-moi terminer. Je vais vous dire un truc. Quand on finit votre livre, vous savez ce qu'il dit, votre livre? J'aimais bien la France d'avant, et celle de maintenant, je ne peux plus la supporter. Et pourquoi je ne peux pas la supporter? Parce qu'il y a trop de négros et trop de bicots. Mais comme vous êtes malin, vous les englobez dans un mot. Le mot je suis d'accord, vous n'avez pas dit ça. Vous allez pouvoir le dire. Ce qui vient d'être dit est totalement diffamatoire. Nous venons d'entendre un discours absolument diffamatoire. Et ça ne vous pas dans votre livre. Je ne voulais pas parler de mon livre, je voulais répondre. Ce monsieur est venu ici pour me régler mon compte. J'en avais un peu la crainte. Alors, on va essayer de répondre calmement. Je suis désolé pour le débat. Il ne s'agissait pas de mon livre. Je parle de Maurice Barrès pour dire qu'à un moment donné, le discours romantique de l'appartenance, l'importance donnée par le rôle donné par les romantiques à l'appartenance face à l'idéologie d'un homme des Lumières, conçu comme son propre fondement, eh bien ce discours... Laissez-vous. Abdelraouf Dafri, laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Non, laissez-le terminer. On vous écoute, Alain Finkielkraut. Il y a un moment, il y a un tournant raciste. Dans mon livre, c'est ce que je dis, un tournant raciste du romantisme. Ce tournant raciste, il est incarné par Maurice Barrès, qui précisément, dans l'affaire Dreyfus, dit que Dreyfus est coupable, je le conclus, de sa race. Racialisation du romantisme. Cette racialisation, dis-je dans mon livre, débouche avec l'antisémitisme nazi prenant le relais dans l'apocalypse que l'on sait. Et je dis dans mon livre, donc Barrès, si vous voulez, est pour moi un moment de ce processus épouvantable. Dans ce livre, il n'est rien d'autre que cela. Et je dis donc, voilà, c'est un des problèmes, des grands traumatismes de l'Europe, traumatisme justement du racisme exterminateur. Deuxième traumatisme, le traumatisme colonial, ce qui fait que l'Europe a des problèmes à la fois avec son universalité, puisque son universalité a couvert le colonialisme, et avec son identité, parce que de l'identité, de l'affirmation de l'identité, elle peut aller jusqu'à l'exclusion, voire la persécution et l'extermination des autres. Donc ce double rejet a conduit l'Europe à une attitude à la fois louable et impossible que je définis comme le romantisme pour autrui. Nous ne sommes rien, nous devons aller vers l'indétermination et les identités n'ont de place que précisément si elles sont minoritaires ou étrangères. Je proteste contre cette attitude, mais certainement pas au nom de Barrès, rien dans mon livre ne peut le dire. Quand
au racisme dont je me montrerai coupable, c'est une accusation que je subis depuis des années. Rien dans ce que je dis ne l'autorise. Je n'en veux pas aux musulmans. On peut prendre un autre extrait de votre livre. Je m'interroge en effet sur la crise actuelle de l'intégration. Dès lors que la France, d'un côté, ne s'assume plus, dès lors même qu'elle est plongée dans l'oubli de son propre héritage, de son propre passé, car de création il n'y a possible qu'en prenant élan dans le passé, et dès lors aussi qu'une immigration de peuplement refuse les termes de l'intégration. Disons, certains disent « personne n'a le droit pour nous de définir l'identité française ». Et je dis que dans l'histoire de l'immigration, cette affirmation est nouvelle. Mais précisément, cette affirmation prélude à la transformation de la nation en société multiculturelle où chacun apporterait son manger. Et je pense que cette transformation n'est pas souhaitable parce que, précisément, elle donnera lieu à toujours plus de conflits, à toujours plus de divisions ou, au mieux, à un séparatisme généralisé. Voilà. Alors, justement, Pascal Blanchard. Sur la question de l'immigration, j'ai lu votre livre et même, on a même retrouvé un auteur commun entre votre livre et le mien, puisque vous parlez de Tataoui, ce grand Égyptien qui vient avec des étudiants en France dès le 19e. Et justement, c'est contradictoire à ce que vous venez de dire. On a le sentiment, en vous écoutant, que les derniers arrivés viendraient mettre la pagaille. Je fais à peu près simple. Les Noirs et les Arabes sont les derniers arrivés. Très simple. Non mais, je vous lis, parce qu'on ne peut pas résumer tout votre livre en 15 secondes, j'essaie de simplement dire que ce qui vous semble être problématique, c'est que l'immigration post-coloniale, récente, n'est pas, quelque part, quelque chose qui a eu lieu avant ce temps-là. Mais vous oubliez que cette histoire est très longue de métissage. Vous oubliez que la France connaît ces histoires depuis des siècles. L'ouvrage que nous devons faire parle de 13 siècles de présence arabo-orientale. Cette histoire, comme d'ailleurs les présences juives sur le territoire français, comme pour les présences afro-antillais sur le territoire français, sont des histoires très longues. Ce n'est pas neuf ce qui arrive. Vous raccourcissez l'histoire comme si le problème ne faisait qu'arriver d'hier ou d'avant-hier. Pas du tout. Il existe depuis des siècles. Et vous oubliez de penser qu'il y a eu des moments où nous avons certes été dans le rejet, et il y a d'autres moments où la digestion a existé. Où ces intégrations, par exemple des Arméniens, par exemple des populations orientales au XIXe, par exemple des populations antillaises, l'échec n'a pas toujours été au rendez-vous. Vous les oubliez, vous les effacez dans votre livre comme si le temps court seulement comptait. Ce que je vous reprocherais le plus, moi, c'est justement de faire pour une fois dans ce livre-là absence de l'histoire. Vous reprochez que nous perdons nos mythes, mais en même temps, vous effacez tous les mythes potentiellement positifs qui pourraient aller à l'encontre de votre thèse dominante. Je vous donne 2 exemples très simples. Vous oubliez que pendant 3 conflits, des hommes venus des 4 coins du monde sont venus se battre aux côtés de la France, 70, 14-18, 39-45. Vous n'en tenez pas compte une seule fois, à ce moment-là, dans les tranchées. La couleur comptait pas pour la mort. Ils étaient ensemble à nos côtés. La fraternité existait. Ces moments forts-là, ils ont aussi existé. Pourquoi vous les niez ? Je ne les nie absolument. Vous n'en parlez pas. Mais c'est pas. Comme s'ils n'ont jamais existé. Mais si, vous nous dites à un moment que nous avons perdu nos mythes. Vous parlez d'identité. Si vous parlez d'identité, mais c'est à vivre ensemble. La tranchée. Vous devez parler aussi des Arabes, vous devez parler aussi des colonies, vous devez parler des colonies africaines. Mais non, vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas. Attendez, laissez-le répondre. Non, mais depuis tout à l'heure, il n'y a que lui. Je vous rappelle qu'on ne va pas faire non plus tout le débat sur le livre des... Je finis. Non, mais c'est pas le livre qui nous intéresse. Là où je dis qu'il y a un trauma. C'est votre plateau. Non, c'est très important. Et je le dis avec beaucoup de calme. Je dis simplement qu'il y a un moment un tropisme dans votre lecture de l'histoire. Et que comme vous en oubliez tout un pan, la démonstration a du mal à fonctionner quand je la lis, parce que je pense que dans l'équation que vous posez, volontairement, vous effacez même ce qui pourrait aller, écoutez-moi, je finis sur ce terme-là, ce qui est simplement intimement positif dans la rencontre à l'autre. Ne l'oubliez pas, parce qu'à un moment, dans vos livres, vous oubliez la vie autour de vous, là. Elle existe, elle fonctionne, tout n'est pas que dénégation de l'autre, tout n'est pas qu'un abrutissement de nos valeurs. Ce que je dis simplement, c'est qu'il y a de plus en plus de territoires perdus de la République. Ce que je dis, c'est qu'en effet, il y a une crise de l'intégration. Et ce que je dis aussi, c'est qu'il y a quelques paradoxes à vouloir aujourd'hui promouvoir le métissage et s'enthousiasmer aussi, au nom de la diversité, pour la multiplication des foulards islamiques. Je rappelle que la marche des beurs était une marche antiraciste. Était une marche antiraciste, que les jeunes filles ne portaient pas de voile et que maintenant le concept d'islamophobie a remplacé celui de racisme, que
la loi sur le voile et la loi sur la burqa sont considérées comme islamophobes, mais on peut être sûr d'une chose avec le voile, c'est que il y a de moins en moins de mariages mixtes. Donc le vrai métissage, c'était celui de l'assimilation. Et comme le montre très bien Michel Tribala dans son dernier livre sur l'intégration en France, sur justement la fin de l'assimilation, ça fonctionne de moins en moins. L'endogamie prend une place grandissante et le voile islamique en est, si vous voulez, l'une des principales manifestations. Donc je suis très étonné par ce qui se passe aujourd'hui et par le discours que l'on tient. Vous nous parlez d'assimilation et d'intégration. D'abord, si vous prétendez être un républicain, vous devez regarder les 6 millions de Français de confession musulmane, tout d'abord comme des citoyens et pas comme des croyants. Et à chaque fois que vous parlez de ces Français, Alain Finkielkraut, vous en parlez comme de musulmans. Parlez-en comme des citoyens français qui sont de confession musulmane. D'islamophobie, monsieur. C'est pas moi qui parle d'islamophobie. Si, c'est vous le premier qui en parlez. Vous voulez que je vous cite un extrait de votre livre? Vous voulez que je vous cite un extrait de votre livre dans lequel vous prétendez... Je suis traité d'islamophobe, mais je parle pas d'islamophobie. Mais parce que vous n'êtes... L'islamophobie n'existe pas. Ce qui existe, c'est le racisme. Mais oui, mais c'est un terme qui vous permet à vous de dire je suis islamophobe pour ne pas dire je n'aime pas les Arabes. Je n'ai jamais été islamophobe et je ne suis pas raciste. Je dis simplement que si aujourd'hui on parle d'islamophobie, c'est bien parce qu'il y a un regain religieux. Il y a un regain religieux même du côté catholique. Quand il y a eu les manifestations contre le mariage gay, est-ce que vous avez vu des manifestants musulmans voilés pour aller casser du PD? Non. C'était des associations catholiques intégristes qui étaient dans les rues. Il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes. C'est pas celle qu'on a vue. Hervé Juvin, pour calmer le débat. Merci de me donner ce rôle soporifique et anesthésiant. Non, je vais m'y plier bien volontiers. On s'occupera de vous après. Ah, merci, alors je n'attends que ça. Je suis quand même assez malheureux du tour du débat. Je parlais de démocratie apaisée. L'un des grands arts français, c'est l'art de la conversation, qui est aussi l'art du débat et l'art de la controverse. C'est pas moi qui suis parti en pas l'art de l'accusation en charge. J'ai juste un problème. Je vous ai pas agressé, Alain. Vous m'avez insulté. Vous m'avez dit taisez-vous. N'y revenons pas, on s'est calmé. C'est dommage parce que j'adore Braco. Comment il essaye de m'endormir? J'ai juste un problème par rapport à ce que j'entends et par rapport au mot de l'autre. Oui, l'autre, la diversité, etc. Moi, j'ai essayé de consacrer un livre qui vient d'un autre monde. À ces peuples que je vois soumis à une extinction extraordinairement brutale par la prise de leurs terres, de leurs ressources naturelles, par leur acculturation forcée. On continue à emmener des enfants en Inde, etc., pour les scolariser de force. Je pense que la biodiversité animale, végétale, elle est importante. Je pense que la diversité des cultures humaines et des civilisations humaines, elle est aussi importante parce que c'est une condition de notre survie. Et il y a une chose qui me pose question quand je vous entends parler de l'autre. Il est absolument indispensable à ce que je suis pour me sentir moi-même. Mais l'autre, il n'est pas appelé nécessairement à devenir comme moi. Je respecte l'autre parce que tout le monde n'est pas appelé à devenir français comme moi ou américain comme moi. Le grand crime pour moi des Américains, c'est de dire tout homme responsable censé sur Terre n'aspire qu'à devenir un Américain comme les autres. Enfin, quelle connerie! Et je suis très gêné. L'Amérique est un peu plus complexe que ça. Et je suis très gêné par je suis très gêné quand j'entends le mot autre. Il faut respecter l'autre, etc. Mais vous savez bien que si je respecte indéfiniment l'autre sur mon territoire, dans la proximité territoriale, vous savez bien que je finis par tout affadir, vous savez bien que je finis par créer une soupe qui n'a ni goût ni saveur, et je ne suis pas sûr que je ne prépare pas des conflits. Parce que pour traîner beaucoup dans le monde, j'ai appris que le Liban, le pays du 7, c'était le pays de la paix entre les communautés. Regardez ce qui est devenu le Liban. Je vois partout la montée du faillitaire. Vous ne pouvez pas résumer l'histoire du Liban en 15 secondes en disant ça. Je suis d'accord avec vous. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais je vois partout les conflits liés à la coexistence sur les mêmes territoires de gens qui ont leur culture, qui ont leurs racines et qui n'ont pas envie d'en troquer rien. Il se trouve que, regardez l'Afrique en ce moment, Tanzanie, Ouganda, ils sont en train d'expulser par dizaines de milliers des Rwandais et on est pratiquement dans un état d'alerte qui pourrait conduire à la guerre. C'est partout qu'on a ces phénomènes. Et la notion de l'autre appelé à devenir le même me pose question. Je respecte l'autre comme autre, mais il n'a pas à devenir comme moi. Le sort de tous les Européens, le sort de tous les Kosovars, Turcs, Africains, Maghrébins, n'est pas de devenir français comme nous. Je les respecte en tant que tels, mais je les respecte avec leur diversité et dans le collectif et la communauté qu'ils forment. C'est pourquoi je suis mal à l'aise par rapport à l'emploi du mot « autre ». Dans le débat français aujourd'hui, René Girard dit une chose qui me paraît essentielle.
à force de prétendre respecter toutes les diversités, nous n'en respectons plus réellement aucune. Alors, ça me paraît important dans notre réflexion. Petite chose à vous Pascal répondre, Blanchard. c'est d'abord, je pense que vous